le package matinal. Adorables auditeurs de Radio Paracou, la régionale de l'ORTB, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, amis du réveil Nassouba. Et nous sommes à 2 semaines de la fin de l'année. Et oui, le compte à rebours a démarré il y a bien longtemps, mesdames et messieurs. J'espère que vous vous préparez bien, même si, oui, les temps sont un peu moroses. Ça ira. Gardez espoir, mesdames et messieurs. Comme ça va vite, me diriez-vous. Oui, 2 semaines seulement et ce sera terminé pour l'année 2020. Et oui, le temps, c'est comme ça, mesdames et messieurs. Il tourne et il ne fait que ça. Et vous, oui, cette journée du 14 décembre... Que feriez-vous d'elle, mesdames et messieurs? Eh bien, aujourd'hui, nous vous proposons de vous prononcer, vous le savez sur un sujet très intéressant pour le travailleur béninois. Avec la complicité de Marouane Sabizengi, eh bien, nous allons installer la première rubrique de cette émission. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paracou. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paracou. Eh bien, ce matin, c'est Marouane Sabizengi qui assure toutes les opérations techniques à Diflawane, mais en ligne sur YouTube cette émission et puis en direct au microphone. Mesdames et messieurs, mon nom c'est Prosper Fidéon. Et bien ce matin, mesdames et messieurs, vous propose de vous prononcer justement sur un sujet intéressant. Je l'ai dit, nous vous invitons à donner votre avis sur le réaménagement de la grille horaire dans l'administration dans notre pays. Mesdames et messieurs, faites-le au 96 21 50 40. Et là, nous avons le tout premier auditeur qui est au bout du fil. Bonjour. Nassouba. Nassouba, d'accord. Ah, merci. Ça va. Et Dada. D'accord, ça c'est Tchaourou. Eh bien, bonjour à tous les amis en Tchabé qui nous écoutent ce matin. D'accord, merci. Allez-y, Djenadou Afiou. Bon, nous avons suivi en conseil ministre la modification ou bien le réajustement des grilles de l'État. Oui. Bon, seul l'État, on est pourquoi il a fait ça. Mais, il voit que, bon, ça là, à la moyenne, vu que ça va en profiter les gens qui sont dans ce là parce que vous avez quand même sorte du service à 18h là, pour rentrer, d'autres rentrent à 21h, par rapport au gosse ou bien, d'autres profitent de ça, pour aller à la maison, ils disent à la femme que quand c'est la voie qui n'est pas bonne, quand ils vite là, quand ils sont vite, ils vont vite rentrer. La femme aussi saura qu'à l'heure là maintenant, mon mari doit venir à la maison. Ou bien le mari saura que ma femme doit venir à la maison à telle heure. Donc ça là, c'est une bonne chose que l'État a fait aux gens du Sud. Et encore, l'après-midi, il a deux travailleurs qui vont au service. Même quand ils sont le temps qu'ils vont faire là, ils ne travaillent pas. Ils vont vraiment remplir vraiment les formalités. Mais avec ça là, ça va permettre de bien travailler. D'accord. Oui, on vote dans le bureau, donc ils ne travaillent pas. Ils sont là seulement. Non, mais avec ça là, ça leur permettra, même le repos qu'ils prennent là, c'est pas un bon repos. Oui. Donc, oui. Donc vous pensez que le temps de repos il est trop court, c'est ça?
bon, c'est ça, moi je suis à la télé, à la radio, donner le cours. Le repos, on a besoin de repos très long. À peine 1h30, c'est bien bon. C'est bien bon. Ils vont rester, ici dans les papiers, ils vont essayer rapidement, ils vont rentrer. Moi, je suis content par rapport à ça. D'accord. Oui. Mais merci beaucoup, Djenadou Rafiou. D'accord. Si entre-temps de nouvelles idées vous passez par la tête, n'hésitez pas à nous revenir. D'accord. Merci bien. 96 21 50 40. Mesdames et messieurs, les horaires voilà, de travail ont changé au Bénin de 8h à 12h30 et de 14h à 17h30 minutes. Et cela prend effet dès le 1er janvier 2021. Oui, ça ira vite. C'est au dernier Conseil des ministres que eh bien, cette grande décision qui va certainement changer les habitudes des travailleurs au Bénin eh bien, a été décidée. 96 21 50 40 pour vous prononcer, mesdames et messieurs. Merci de nous appeler. Bonjour. Bonjour mon frère, vidéo. Oui, comment vous allez ce matin? Très très bien. Les amis de Kandi. Oui. Nassouba Aziz. Kondo. Alafia. Concernant l'aménagement des horaires, de 8h à 12h30 et de 14h à 12h30 dans les services publics d'État. Si je prends maintenant le cas des écoles maternelles primaires, l'enfant vient à l'école à 8h et soit à 12h30. Et il n'a pas retour à 14h pour sortir à 12h30. Bon, qu'est-ce qu'on veut donner à l'enfant, mais quels seraient les problèmes que l'enfant aura? Si vous voyez, il y a des cantines scolaires dans les écoles. Parfois, ça dit que concerne les enfants. Et l'enfant va faire à la maison, ça peut être 13h. Et vous à 14h encore. Est-ce qu'ils ont pensé à ça dans les écoles publiques? C'est ça. Ici, au niveau des habitations, là, ça va faire un peu de problème. Là, maintenant, est-ce qu'ils ont réfléchi à ça? C'est même que aussi dans les habitations aussi, venir à 8h et sortir à 12h30. Et venir à 14h et sortir à 13h30. On veut quitter loin pour venir servir. Donc, ils ont l'habitude de rester même dans leur bureau jusqu'à l'heure de reprise. Oui. Moi, je ne vois pas de modification. Ça, quand on parle des organisations publiques, l'école ou bien dans d'autres. Parce qu'on voyait dans les bureaux, par exemple, quelqu'un qui travaille à côté de nous, et qui disait, pour côté de nous, il ne va pas retourner à ils sont obligés de rester. Donc, ils sont à côté de nous même, au lieu de rentrer à la maison, ils sont toujours là. Donc là, leur éducation, je ne sais pas s'ils ont bien réfléchi pour pouvoir, bon, ça concerne quoi? Moi, depuis le jour que j'ai entendu ça, mais vous avez tous les cas des écoles publiques, et puis les cours d'éducation aussi, publiques aussi, et je vois que bon, il n'y a pas quelque chose qui est là-bas, parce qu'eux tous, ils ont l'habitude, ils sont conscients que les activités 10 km et retourner encore pour le temps. Donc je restais là-bas, et c'est pour ça que ça se fait depuis des années, depuis des décennies. Mais si le Dieu dit encore, la mère encore, c'est encore amener encore au niveau de l'école et de même au niveau de certaines habitations. Je vous remercie. Merci beaucoup Aziz Togoubio. 96 21 50 40. Mais par rapport aux cantines scolaires, par exemple, l'État propose d'ouvrir progressivement donc cette portion de repas qu'on offre à certaines écoles, progressivement donc à beaucoup d'autres. Voilà, donc cela va évoluer avec le temps et la plupart des apprenants seront servis donc à l'école, ne seront pas obligés de rentrer donc à midi. Oui, mais votre inquiétude, je la comprends. Cela, eh bien, pourrait prendre le temps. Ça, c'est peut-être sûr. 96 21 50 40. De très belles analyses en tout cas ce matin. Merci à Djenadou Rafiou. Merci à Aziz Togoubio. Ben, nous repartons à Kandish. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonsoir. Nous allons parler depuis Kandish. Bonsoir. La cité des candidats de Saka. Et des Saka, bien sûr. Je vais par rapport au jour, les horaires qui ont été changés par le gouvernement.
et que ça serait pris en compte dès 2021. Oui. Vous savez, les gens ont fait des enquêtes. Et ils ont quand même fait, ils ont pris des mesures par rapport à tout cela. Oui. C'est pour ça que chaque fois, je dis, quand il y a un sujet, il faudrait quand même que nous puissions faire une analyse, pas au niveau politique, mais au niveau du développement. Oui. Et il faut aussi voir l'angle du développement. Mais c'est vrai, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de développement sans la politique. Mais parfois, quand nous sommes trop politiques, le développement est souvent parti. Alors pour cela, surtout, Gerba Alassane. Oui. Oui, quand vous parlez d'enquête par exemple, hein, et l'échantillon qui a été utilisé porte sur environ 3377 personnes sur l'étendue du territoire. C'est clair. Je dis que l'État a commandité une étude, comme vous c'est juste pour vous soutenir, hein, une étude qui se base sur 3377 personnes qui ont été questionnées justement par rapport à cela. Donc, maintenant, en tant qu'agent d'État et en tant que quelqu'un qui a déjà fonctionné durant 13 ans dans la fonction publique, je voulais quand même demander ou bien dire que franchement, et si vraiment l'État peut mettre en application tout ce qui est parce que quand nous regardons, parfois, surtout nous qui sommes au nord, parfois il y a le climat qui change. Je crois qu'ils ont fait toujours ces études-là. Parce que sortir le soir, par exemple, pour le soir, sortir à 17h30 là, c'est très bien. Parce qu'au moment où nous sommes déjà à 18h20 déjà, le soleil est déjà couché. Et souvent, pour nous, je vais parler de moi en tant que musulman, souvent, on n'arrive pas à faire la prière de 19h. La prière de 19h, c'est même pas 19h, c'est à 18h35 ou 19h40. Un peu plus tôt, dès que le soleil disparaît. Voilà. Donc, ça veut dire que je dis, le moment là, franchement, c'est les gens qui le disent, mais seulement ce que nous avons demandé par rapport à ça toujours, c'est toujours par rapport à l'éducation. C'est vrai, quand nous parlons de l'éducation est déjà parce que quand on parle de l'éducation publique, nous avons forcément l'éducation, l'enseignement dedans. Donc, il n'y a pas une différence entre l'enseignement et l'éducation. Quand on parle de l'éducation, c'est déjà que nous avons les enseignants, les directeurs, tout ça, c'est l'éducation. Donc, il n'y a pas de différence là. Mais si nous voulons peut-être rentrer en profondeur, nous allons parler peut-être de l'éducation en demandant à l'État. Parce que quand l'enfant, au niveau des écoles primaires, les enfants sortent à 18h30, ils ne peuvent peut-être 1 heure du temps pour se reposer. Alors qu'entre temps, c'est environ 2h ou 1h30. Parce que ça dépend aussi de l'assistance de l'école à la maison. Donc, moi, je crois que nous avons des cantines scolaires. Donc, si l'État peut renforcer encore ces cantines scolaires pour permettre à ces enfants de manger bien et qualité et rester peut-être dans les écoles pour que le soir, ils puissent rentrer rapidement à 7h30, je crois que ce serait une bonne chose. Voilà, moi, mon conduit personnel. Merci beaucoup, merci à vous aussi. 96 21 50 40 pour nous appeler, mesdames et messieurs. Eh bien, ce matin, nous opinons sur le réaménagement de la grille horaire dans l'administration de notre pays. Eh bien, que pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre? Pensez-vous que c'est opportun? Voilà ce réaménagement, mesdames et messieurs. Votre opinion est entendue au 96 21 50 40 avec ce matin. Eh bien, Marwan Sabizengi à la caméra. À 6h48 minutes, nous recevons notre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Aziz de retour. Bon, je vais encore ajouter. Après le passage de Gerba Alassane, oui. Je vais encore au niveau de l'éducation. Parce que de 8h à 12h30, oui. L'enfant, donc il faudra que, si c'est ça, il faudra que l'État aussi passe au moins un trottoir. Parce que les gens vont à la maison se laver. Parce que le corps aussi a besoin de l'eau. On ne peut pas faire au moins 3 heures, 4 heures de temps sans baisser de l'eau. Oui. Donc là aussi, c'est là moi je suis parent d'élève et je sais de quoi je parle de l'éducation, monsieur le journaliste. Parce que je suis à côté d'une école la plus grande complexe et je vois ce qui se passe. Surtout, Aziz,
Oui. Si on prend surtout nos jeunes sœurs, par exemple, hein, qui sont dans... parfois, vous le savez, hein, qui peuvent être à menstrues. Oui. Voilà, donc comment ça va se passer pour le temps court qu'elles ont, c'est ça vous voulez dire? Bon, si dans un pays, moi, on peut quand même revoir au niveau de l'éducation, ça beaucoup plus, parce que là aussi, c'est un problème qui va se poser. Mais vous savez, je suis d'accord avec vous, mais bon, déjà au niveau de l'éducation, est-ce que ça pourra vraiment s'appliquer, surtout avec les problèmes de salles de classe et autres, des problèmes d'enseignants, ou qu'est-ce que vous en pensez? Là, moi, est-ce que les mesures pour pouvoir fixer ça, il y aurait, il faut d'abord faire les exceptions dont vous parlez. Et ils sont allés même voir dans les écoles publiques pour voir ce qui se passe. Et là, c'est pas l'administration, là, c'est l'administration là-bas, gouvernement, moi, il n'y a pas, on peut mettre de 8h jusqu'à 15h, comme le font dans les pays anglophones. Ça, c'est pas parce qu'eux sont ils sont grands, ils sont matures, mais au niveau de l'éducation, maternelle primaire, là, il y a trouvé M. Jarif. Est-ce que ça allait prendre les étudiants dans cette école pour évaluer, voir les dangers des difficultés qui vont impacter ces erreurs. C'est là, moi, mon inquiétude. Parce que moi, je fais des investigations, mais je fais des investigations pour voir, pour comparer comparativement dans ces deux secteurs que j'ai pris, l'éducation et puis la fonction publique. Ok. Je vous remercie. Merci beaucoup et bonne journée. Eh bien, vous pouvez nous laisser des messages sur notre page Facebook Radio Paraco, tout simplement à taper sur le net. Et puis, pour ceux qui veulent nous suivre en direct sur YouTube, nous sommes là également à taper ici à Souba du 14 décembre de l'an 2020. Merci à tous les auditeurs qui ne cessent de nous renouveler leur fidélité, mesdames et messieurs. Allez, on va se faire le plaisir comme cela de lire rapidement un message de M. Sinasso. C'est vous, bonjour la radio. Et bien le ministère de la fonction publique en collaboration avec, en élaborant, j'allais dire, son nouveau curricula des horaires de travail ne répond pas aux normes françaises. Tout fonctionnaire de l'État, reconnaissant cette ancienne grille de travail dans l'administration publique, se sentira un peu à l'aise, car n'étant pas habitué à ce système. Il va falloir sortir des notes de service pour sensibiliser. Voilà, c'est ce que propose notre ami Sinasso Sebou, 96 21 50 40, un auditeur au bout du fil. Bonjour. Oui, allô? À qui je l'honneur? Ouais, c'est Gila Bourgogne. De retour de Tchaouro. Allez-y, Gila Bourgogne. Il n'a rien qui est impossible. C'est parce que les gens n'ont pas pratiqué. Pourquoi on a dit que je ne sais pas que c'est impossible? Parce que, vous avez vu, dans les banques, ils vont très tôt et ils sont tardivement. Donc ça va, c'est sérieux. Même ceux qui sont à la banque maintenant, à l'heure, ils sont déjà au service. Ils sont tardivement. Les choses, c'est pareil, même s'il y a une continue, ils travaillent correctement. Donc ça là ne cause pas si tant de problèmes. Bon, par rapport à l'enseignement, bon, peut-être mes enfants sortis à midi et repartis à 4 heures. Et donc, chaque parent doit voir comment va faire pour faire son programme. Par rapport aux enfants. Même les enfants qui sont de l'école, ils ne se reposent pas. Donc, ne se reposent pas. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. C'est pour que ils sont en train de nous apprendre qu'il y a plusieurs choses qui doivent changer. Et pour ça, ils sont en train de faire ça. Donc, parce que le gouvernement, c'est le gouvernement. Il n'y a rien. Oui, allez-y, il n'y a. Il n'y a rien que nous pouvons modifier à part eux-mêmes. Il y a un pays qui fait ça et même on vu. Oui, par rapport à cela, je vous rappelle qu'il y a par exemple 6 pays en Afrique qui observent une pause courte de 30 minutes quand vous prenez le Burkina Faso, le Mali, la République démocratique du Congo, Centrafrique et autres, par exemple, observent juste 30 minutes. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, ça veut dire une pause de 1h30. Donc, c'est suffisant. Même dans le service, dans les entreprises, ça tout le monde là. Vous reposez, vous
vous reposez à petit 30 et à 30. Vous connaissez le travail. Et puis, vous savez, il y a des banques qui sont déjà habituées à cela. La plupart des banques, quand vous avez juste 1 heure de pause. Oui. Voilà. Donc ça là, c'est pas un truc qui est impossible, c'est possible. D'accord, on va s'essayer, n'est-ce pas? Oui, j'aimerais toujours apprendre comment travailler tout le monde de l'arrière. D'accord, ok. Oui. Merci beaucoup, Djenadou. D'accord. Et bonne journée. Il faut dire que quand vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, c'est des pays qui observent par exemple juste 1 heure de pause dans la mi-journée. Pendant ce temps, eh bien, on observe par exemple des pays qui, eh bien, comme nous désormais, ou qui, eh bien, un peu avant nous, observaient 1h30 de pause. Il y a par exemple le Niger. Voilà. Il y a des pays qui observent une pause de 2 heures. Un peu plus long, le Togo, Madagascar et autres. Voilà. Donc, il faut dire que bon, c'est des analyses qui ont été faites et on espère qu'on va pouvoir s'adapter, comme le dirait l'autre. Voilà. Merci beaucoup à Aziz Togoubio. Merci à tout un chacun, à ceux qui sont en train de chercher la ligne. Il y a quelqu'un au bout de fil. Bonjour. Bonjour. Voilà. À quel l'honneur? C'est M. Chabinaoui Ousmane. Chabi Ousmane, allez, quelle est votre opinion? D'accord, ici par rapport. Et ma préoccupation est tellement ce que je voudrais dire est que l'insécurité dont j'avais parlé l'autre semaine. Monsieur Chabi. Oui. En fait, si vous avez des sujets disparates comme cela, ce matin, nous avons, du lundi au vendredi, en fait, on vous propose un sujet. Et ce matin, nous sommes en train de réfléchir sur le réaménagement de la grille horaire dans l'administration dans notre pays. Le problème de sécurité, eh bien, vous pouvez le poser ce soir à partir de 16h05. Voilà, donc les lundis et les vendredis, chez nous, vous ouvrons l'antenne, libre antenne du lundi, donc lundi de 16h05 à 16h55, et puis vendredi de 10h10 à 10h55 pour votre préoccupation. Donc revenez-nous, voilà, le soir à partir de 16h05 pour votre préoccupation. Ce matin, eh bien, que pensez-vous de ces nouvelles grilles qu'on vous propose dans l'administration? 8h30 à 12h, que dis-je, 8h à 12h30, voilà, et 14h à 17h30 pour les travailleurs. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, depuis quand dit? Depuis quand dit Garba Lassam. Allez-y, Garba. Oui, vous savez, monsieur le journaliste, moi, à l'avènement du gouvernement de nouveau départ en 2016, je me suis dit, bon, sûrement il y aura des changements par rapport à beaucoup de choses. C'est vrai, aujourd'hui, nous pouvons faire le point et dire que, bon, il y a quand même des petits mains, comment ne pas en droit. Mais par rapport au changement d'horaire du travail, je crois que les Béninois, nous devons nous mettre à travailler. Nous devons commencer par réfléchir autrement, surtout pour l'administration publique. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, nous les jeunes, quand on court derrière l'administration, derrière les concours publics, c'est du fait que bon, on se dit, bon, quand on va là-bas, on se repose, quoi. Mais il faudrait quand même que chacun dans sa tête dise qu'en allant vers la fonction publique, qu'on veut vraiment construire le pays. Parce qu'aujourd'hui, on a trop passé du temps à dormir dans l'administration publique. Il faudrait quand même que les gens soient conscients maintenant qu'il faut quand même commencer à travailler. Et pour travailler là, il faut quand même nous amener à travailler. Et je crois que c'est ça que l'État central est en train de vouloir faire. Et il faudrait quand même que chacun se mette au pas pour quand même changer certaines choses au niveau de l'administration publique. Je crois que c'est ça qui a commencé comme ça et nous allons l'accompagner parce qu'aujourd'hui les études ont été faites. C'est pas que je jette des fleurs à l'État central, c'était des expériences en matière de la fonction publique. Et déjà, vous avez donné des exemples. Il y a des pays déjà à côté qui ont commencé ça au cas du Niger, vous avez du Burkina, que moi je n'avais pas ces informations même. Donc vous voyez un peu, donc aujourd'hui il ne faudrait pas qu'on puisse penser que cette situation pour pouvoir penser qu'on veut bloquer. Non, non, non. Je crois que c'est pour permettre aux Béninois de savoir que c'est pas aller vers la fonction publique, c'est pas aller se proposer, c'est aller construire le pays. Voilà. Merci beaucoup. Et M. Garba Alassane? Oui. Mais il y a des pays comme le Congo, Brazzaville et le Comore, par exemple, qui font un travail et qui, on va dire, travaillent en journée continue sans pause. Vous voyez un peu? Oui. Vous voyez un peu? Donc, je dis, c'est vrai, c'est pas lui seul qui travaille, excusez-moi beaucoup, c'est pas le chef d'affaires, il y a des têtes d'affaires qui sont à côté de lui, et je suis sûr que c'est pour changer l'administration publique, pour que les jeunes qui vont venir, aujourd'hui quand on parle de concours, c'est pas beaucoup de personnes qui vont maintenant. Chacun se dit, ah, quand il va là, c'est comme ça, donc il faudrait qu'on change la mentalité des Béninois pour qu'on puisse savoir, aller en fonction publique, comme je l'ai dit au départ, c'est pas aller se reposer, c'est aller construire le pays. Merci beaucoup, Adrien, à vous. Merci. Allez, c'est vous qui refermez justement
la série des appels ce matin sur Nasouba dans un peu moins d'une minute et quelques secondes, mesdames et messieurs. Et bien, nous allons entendre la voix de Aziz Alagbe. Oui, ce sera sur le journal de 7h ce matin. Merci à tous ceux qui ont pu réagir sur nos différentes pages, mesdames et messieurs. Désormais, continuez, c'est comme cela, rejoignez-nous. Allez au 96 21 50 40 messages. Appel WhatsApp entre 6h35 et 7h. Voilà. Allez, nous allons installer Aziz Alagbe qui est déjà à la porte de ce studio. Voilà. On va ouvrir son micro. Aziz Alagbe, ben malheureusement, voilà, il n'y a pas de souci. Adif Lawani. Allez, on va l'installer. Je vous retrouve, mesdames et messieurs, derrière donc son journal. Bonne écoute à vous. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Le journal. Info Matin. Aziz Alagbe. Lundi 14 décembre 2020, mesdames et messieurs, bienvenue sur le condensé de l'actualité de votre émission Nasouba. Nous ouvrons avec la tournée du chef de l'État, une tournée bouclée déjà, en tout cas pour la première phase. Le chef de l'État, je le disais tantôt, Patrice Talon, était à Cotonou samedi dans le cadre de sa tournée nationale. La population, les personnalités et divers élus de la ville se sont mobilisés au Palais des Congrès pour écouter le président Patrice Talon, mais aussi pour le remercier pour les importants investissements effectués dans la ville. Rappelons que la veille déjà, le président de la République était à Bomé-Calavi dans le cadre de la 20e journée de sa tournée. Il a communiqué avec la population de la localité avant de déplorer la gestion du foncier qui handicape la mise en œuvre de certains projets dans la commune. Écoutons Patrice Talon. Ici à Calavi, si vous vous rappelez bien, j'avais dit, grâce à vous, notre victoire, ma victoire aux élections présidentielles était certaine, qu'il n'y avait pas de doute. Nous étions certains ici à Calavi qu'une autre démarche, une autre dynamique allait commencer en 2016. Et ce fut effectivement ainsi. Par exemple, le foncier. Nous avons fait des choses graves dans tout le pays depuis très longtemps. Et on n'a pas trouvé une parcelle à Gotomé pour construire un marché pour nos braves populations. J'en ai eu les larmes aux yeux. Sinon ce marché aurait démarré aussi. Et dans cette verve politique, imams et pasteurs se mettent ensemble pour la candidature de Patrice Talon en 2021. Il s'agit de pasteurs du mouvement du corps de Christ et les imams du fan club de l'imam Shakiro Amoussou Fassika. Ces deux partis entendent se battre pour une victoire écrasante du chef de l'État à la prochaine présidentielle. Fernando Lawson, président du mouvement du corps de Christ. La présente cérémonie d'adhésion du mouvement du corps de Christ, MEC aux idéaux de Fassika, vient de témoigner une fois encore que le rayonnement de ce pays nécessite l'union sacrée de ses fils. Une nation qui aspire être au sommet d'une croissance économique galopante doit avoir dans sa gibecière l'unité dans la diversité des religions. Par cela, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'adhésion du mouvement pour l'épanouissement du corps de Christ aux idéaux de Fassika demeure un acte héroïque et historique où le corps de Christ et la communauté musulmane sont unis pour vous donner le chaos retentissant au soir du 11 avril 2021. Quant à lui, le président d'honneur du Fassika invite les différents fidèles à prier pour le président Patrice Talon et surtout garder la foi en un avenir encore meilleur. Imam Shakiro Amoussou. Dieu étant l'organe moteur de cette machine et le capitaine de ces bateaux politiques, nous avions la ferme conviction
qu'il n'y aura jamais de crash, ni de naufrage. Certes, les tempêtes se soulèveront, mais elles se calmeront automatiquement. Très chers amis du corps du Christ, le tandem MEC et Fasika sortira la jeunesse béninoise de l'esclavage politique et la conduira sur la terre promise. Imam Shakiro Amoussou, président d'honneur du FASICA. Direction la Donga, les membres de la coordination départementale et communale de Djougou du Parti Union Progressiste ont rencontré les militants à la base hier dimanche à l'école normale des instituteurs de la ville. Objectif, faire le bilan des recommandations issues de la journée de réflexion de septembre dernier et ensuite évaluer l'enracinement du parti dans la commune. Une rencontre de capitalisation des recommandations issues de la journée de réflexion sur l'enracinement du Parti Union Progressiste dans la commune de Djougou organisée en septembre dernier. Quelques mois après, les militants se retrouvent pour faire le point. Et parmi les stratégies adoptées, c'était l'enrôlement de nouveaux militants dans tous les quartiers et villages de la commune de Djougou. Une action qui a été effective selon Soule Yakoubou, membre de la coordination départementale du Parti Union Progressiste dans la Donga. Nous sommes sortis satisfaits parce que les 5 militants que nous avons conviés à cette séance sont sortis ragaillardis et d'ici à là, vous allez voir, à la prochaine séance, nous sommes capables de réunir 50 000 personnes dans cette commune de Djougou. Selon le coordonnateur communal du parti, Daouda Takbara, l'Union progressiste, après le point fait, est passée de 1700 militants convaincus enregistrés à plus de 6000 dans la commune de Djougou. Le message est entièrement passé, puisque ça a été surtout un diagnostic qui a été fait. On est passé de village en village. À Djougou, nous avons 122 villages. Et tout le tour que nous sommes en train de faire, nous diagnostiquons de village en village pour voir le niveau de mobilisation au niveau de chaque village. Et pour proposer des solutions qui peuvent permettre une mobilisation bien ordonnée de nos populations. Ces séances du genre vont se poursuivre régulièrement, affirment les membres de ce parti dans la commune de Djougou, histoire d'enrôler davantage les militants. De Djougou, Ikiliru Gounoussero pour Ado Bénin. Eh bien, à vous, toute l'équipe de l'antenne régionale Donga Takura de l'ORTB. Les responsables de la CSTB, Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, dénoncent depuis quelques semaines des irrégularités dans le processus devant conduire aux troisième élection professionnelle lors d'un point de presse animé vendredi dernier. Le vice-président du comité de campagne de la CSTB s'est prononcé sur l'acheminement des listes électorales et les atermoiements du comité électoral national. Innocent Assoba a réitéré les exigences suivantes. À cette étape, nous estimons qu'il faut procéder à l'établissement par le comité électoral national d'un chronogramme qui précise clairement les tâches à accomplir par qui, dans quel délai et précise clairement le jour du vote. Nous proposons également et nous exigeons la reprise du processus de recueil de la liste des travailleurs par entreprise, service et établissement, non pas au plan global, mais au niveau des arrondissements, des communes, des régions pédagogiques, des collèges d'enseignement général, des entités, donc des universités, etc. Nous estimons aussi qu'il faut procéder à l'installation sans délai de ces comités électoraux départementaux. Et face à ces difficultés, le secrétaire général de la CSTB invite les travailleurs à plus de vigilance. Kassa Mampo. Camarades travailleurs, nous vous félicitons parce que déjà vous rejetez de diverses manières la fraude. Continuez de vous organiser, de vous mobiliser de diverses manières dans les entreprises, dans les services pour rejeter de diverses manières et aller transmettre aux différentes autorités vos préoccupations, vos motions de rejet pour que la fraude ne passe pas. Nous voulons une élection transparente et pour le faire, c'est vous qui devez vous lever. Marwan Sabi à la partie technique, une transition qui nous conduit hors de nos frontières en Côte d'Ivoire. C'est ce lundi 14 décembre qu'Alassane Ouattara prête serment pour un troisième mandat présidentiel à la tête de ce pays. Une cérémonie se tiendra au palais présidentiel d'Abidjan à laquelle sont annoncés plusieurs chefs d'État africains. Mais la cérémonie se veut sobre,
300 invités tout de même et se déroulera à la présidence sous la forme d'une audience du Conseil constitutionnel. Alassane Ouattara prêtera serment sur la Constitution puis se verra remettre le grand collier de l'ordre. Ensuite, il prononcera une adresse solennelle avant les honneurs militaires. Suivra un déjeuner officiel auquel devraient participer, selon la présidence, une dizaine de chefs d'État tels que le Béninois Patrice Talon, le Togolais Faure Gnassingbé, le Congolais Denis Sassou Nguesso ou encore le Ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO. La France, elle, sera représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Au Ghana, après la réélection du président sortant, Nana Akufo-Addo, le parti d'opposition NDC continue de contester les résultats de l'élection. Après la bataille des mots, la bataille des chiffres. Au lendemain de l'annonce de la victoire de son rival, le président sortant, Nana Akufo-Addo, le candidat de l'opposition, John Mahama, a qualifié de frauduleux les résultats officiels communiqués par la commission électorale. Il a promis de prendre, je cite, toutes les mesures légitimes pour inverser cette injustice. Hier donc dimanche, son parti, le NDC, a donné une conférence de presse censée exposer les erreurs de la commission électorale. Selon ses calculs, Nana Akufo-Addo arriverait bien en tête du scrutin présidentiel, mais avec 49,62% des voix seulement, ce qui impliquerait la tenue d'un second tour entre le président sortant et lui, John Mahama. Pour finir, l'interactualité, nous parlons de la Covid-19. L'Afrique du Sud connaît actuellement une deuxième vague de coronavirus avec plus de 8000 nouveaux cas par jour. Plusieurs provinces s'apprêtent à fermer leurs plages pour éviter une propagation de l'épidémie. Et ce alors que les vacances d'été viennent tout juste de commencer. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent africain avec plus de 850 000 cas enregistrés et plus de 23 000 décès. Le Cap oriental a annoncé hier dimanche la fermeture de la totalité de ses plages. Selon le gouverneur de cette province du sud-est du pays, il s'agit d'une mesure préventive. L'année scolaire vient juste de s'achever et déjà la côte qui s'étend de Port-Elisabeth jusqu'à Durban enregistre un afflux de vacanciers. Voilà qui met un terme à l'interactualité de ce matin. Nansouba se poursuit avec Prosper Fidéon. Mesdames et messieurs, moi je vous retrouve à 9h pour le bulletin local. Merci beaucoup à vous, Aziz Alabé. Ça a été très bref ce matin. Oui, très bref, vous savez. Surtout les infos au plan local. Oui, l'actualité au réveil, c'est lundi. Nous allons concocter encore de nouvelles beaucoup plus fraîches. Et à partir de demain, mardi, déjà, vous allez voir un peu plus de substance, un peu plus d'actualité, surtout au plan local, comme vous les aimez. Vous avez déjà commencé sur Opinion. Oui, ça c'est vrai. Avec les auditeurs qui ont bien aimé le sujet du jour. Et qui ont beaucoup, en tout cas, analysé le sujet. Bien sûr. Dans tous les sens. Des facettes c'est ça. C'est très très bien. C'est sûr que c'est un sujet qui reviendra dans le doute. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'angles qui ont été abordés par les auditeurs. Bien sûr. Voilà. Allez, on va vous raccompagner avec la complicité de Marwan Sabi chez Zengui. Une page publicitaire et juste après, vous le savez, nous sommes à 2 semaines seulement de la nouvelle année. Donc Noël également est là, c'est dans quelques jours. Voilà, donc un petit son de Noël juste derrière la pub. Allez, à tout à l'heure, Aziz Alabé, 9h, n'est-ce pas? À 9h pour le bulletin local. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Mon bonheur, c'est ici.
sur Radio Paraco. Bodana sidan lafiya la rana bi jarewe balada sa la rana bi wezewe bodana sidan lafiya la rana bi jarewe balada sa la rana bi wezewe yalla bi wezewe bi jarewe bi gowewe son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir, dehors tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, tout ça avant demain matin, mets-toi vite en chemin. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Noël. Et voilà, Patrick Ayadi est déjà dans ce studio, c'est lui qui nous présente la page d'espoir. Et Patrick, bonjour. Prosper Fidéon, bonjour. Alors, ça approche, hein, grand pas, la Noël. C'est vrai. Et puis, Papa Noël doit rendre visite à tous les enfants, à tous les bouts de chou, à toutes les âmes innocentes qui marquent de cet événement. Voilà leur empreinte, voilà leur pierre blanche. Voilà, c'est dans, disons, 10 jours exactement aujourd'hui.
10 jours. 10 jours. Voilà, donc, est-ce que vous êtes prêts? C'est vrai que c'est vous qui posez la question. Avant cela, c'est sûr que certains parents diront écoutez, ces gens-là encore, ça approche et déjà, ils alertent les enfants avec ces sons. On n'a pas le choix. Déjà, dans les écoles primaires, il y a des initiatives un peu partout. Papa Noël qui rend visite. Ça se prépare voilà, déjà. Ça se prépare. Les c'est parents vrai que sont nous sommes alertés. dans une période spéciale, une période de crise sanitaire. Est-ce que Papa Noël a été emporté par la pandémie du coronavirus? Non, j'ai eu de ces nouvelles hier. Il est là, en pleine forme. Il n'est pas en quarantaine par hasard? Non, pas du tout. Il a son cache-nez partout où il se déplace. Et voilà, ça va bien se passer de toutes les façons. Ah bon? Ouais. Merci à Marwan Savizegui. Papa Noël sera chez lui aussi, c'est sûr. C'est sûr. Allez, on va installer la page des sports. Les sports. Alors, Patrick Ayadi, finale du tournoi d'évaluation des centres de formation organisé par le ministère des Sports. Stop et fin. C'est exact. Prosper Fidéon, selon les informations parvenues à notre rédaction, la phase finale du tournoi d'évaluation des centres de formation s'est déroulée au stade municipal de Parakou. Au stade municipal de Parakou, dans les catégories des U15 et U17. À l'arrivée, les initiatives de formation du Septentrion sont montées sur la plus haute marche du podium en dépit du contenu de jeu à revoir, surtout au niveau des béabas du football à l'école. Chez les U15, Azak, Dabome Kalavi et Odek de Malanville se sont séparés sur un score nul de 1 but partout. Victoire des enfants de Malanville au tir au but. En U17, Azdek de Toviclin et Olympique FC de Parakou se sont séparés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Victoire également des jeunes du centre de Parakou au tir au but. Mon cher Prosper Fidéon, c'est un tournoi qui s'est dessiné après la séance des tirs au but. Ah oui, et là c'est tant mieux. Hein. Oui. Mais selon les informations que nous avons reçues, au niveau des équipes qui ont perdu, et les équipes qui ont joué au football, qui ont montré, qui sont dans un centre de formation, c'est-à-dire la vision de jeu, la production du jeu et tout, et on a constaté tout simplement qu'il y avait eu ces béabas là, alors qu'au niveau des équipes qui ont soulevé le trophée, voilà, ça a joué un peu à la baballe. On espère qu'on va inculquer ça dans la tête de nos enfants, parce que c'est très important. Lorsque vous jouez en U15, en U13 ou en U17, vous ne devrez pas être obnubilé par le trophée. Vous devrez avoir dans vos têtes tout simplement la production du jeu, et ce que vous avez, vos qualités intrinsèques et tout, et la collecte, le jeu collectif et tout. Donc on n'a pas eu ça dans le rang des équipes qui ont gagné, contrairement à ce que celles qui ont perdu ont produit sur le terrain. Alors on va poursuivre par rapport aux écuries de l'étranger. En tout cas, fortune diverse hier pour les joueurs béninois qui officient, comme je le disais, dans les championnats étrangers. Oui, c'est exact. Et on prend la direction de la France pour parler de la Ligue 1 française. Brest s'est imposé devant Reims. Le Brestois Steve Mounier, originaire de Parakou, a encore trouvé le chemin des filets à la 77e minute pour avoir loupé un penalty dans le jeu. Lorient de son côté a damé le pion 3-0 à Nîmes. Le Nîmois Mathieu Arlenvi, milieu de terrain des Écureuils, droit à 77 minutes dans ce match-là. En deuxième division, oui, là nous sommes à un échelon un peu plus bas. On jouait la 15e journée. Valenciennes de Cessi d'Almeida et Guingamp se sont quittés 2-2. 46 minutes de jeu pour le Béninois. D'Almeida à Cessi à Niort. David Digla a battu Ajaccio sur le score de 2-0. L'écueil a fait son entrée à la 74e minute de jeu. Rodez de l'international béninois Yohan Roche a arraché un nul face à Paris FC. L'écueil a fait son apparition à la 67e minute de jeu en Bundesliga. Là, nous sommes en Allemagne. Arminia Bielefeld de l'international béninois Sebia Soukou a été battu par Fribourg sur le score de 2-0. 61 minutes de jeu pour le Dadje Nation
national. Là, nous allons revenir en Afrique pour prendre la direction de la Tunisie. Le club africain de l'international béninois Rodrigue Kossi et Richiche se sont quittés un but partout. 90 minutes de jeu pour l'ancien milieu de terrain de Ria Sport de Parakou et des Buffles du Borgou. Le club africain est provisoirement 9e avec un point en Algérie. Le Shabab Riyadi Belouizdad est allé humilier 3-0 la GS Kabylie pour son entrée à l'occasion de la 3e journée du championnat algérien de football, pour son entrée sur la scène nationale après sa brillante qualification au tour suivant de la Ligue africaine des champions. Le CRB a empoché les 3 points avec un Marcelin Coupeau très remuant et qui n'a pas eu à débloquer son compteur but dans le championnat algérien. Pour finir, pour parler aussi un peu de cette Ligue des champions au niveau de l'Afrique, sachez que les nouvelles s'annoncent un peu plus rassurantes du côté des Buffles. Ah oui. Il y aura un match, ce sera un scoop pour nos amis auditeurs, c'est un scoop pour nos amis auditeurs. Il y aura bel et bien un match retour. Maintenant, le problème, est-ce que le match va se jouer à Alger ou à Casablanca ou sur un stade, voilà, on ne sait pas encore. Donc on aura la réponse après le mini-sommet, la petite réunion entre les dirigeants des Buffles et du club mouledien, et bien sûr de cette commission des compétitions interclubs. Allez, on va se pencher très rapidement, se pencher sur quelques résultats phares des matchs des championnats européens joués. On prend directement la direction de l'Angleterre où Crystal Palace a tenu en échec le leader Tottenham sur le score de 1 but partout. Liverpool aussi n'en avait pas profité, 1 but partout. Les Reds ont réalisé face à Fulham. Leicester a cartonné face à Brighton 3-0. Arsenal a perdu 0-1. Manchester United, Manchester City, le derby mancunien s'est accouché d'un nul, 1 but partout. Everton a damé le pion à Chelsea 1-0. En Espagne, le FC Barcelone a gagné 1-0 devant Levante avec un joli but de l'inévitable Léo Messi. Le Real Madrid a battu l'Atlético Madrid 2-0 grâce à Casemiro et Cavallal. En Allemagne, le Borussia Dortmund a perdu 5-1 devant son adversaire Stuttgart. Le Bayern a été accroché un but partout. Lucien Favre a déposé ses tabliers, a été tout simplement congédié par le club de en France. Oui, le Paris Saint-Germain a été battu 0-1 par Lyon. C'est la grosse information du côté de la France. En Italie, la Juventus de Turin s'est déroulée devant Genoa 1-3 avec un nouveau doublé de Cristiano Ronaldo qui a tout simplement signé sa 400e victoire dans les 5 grands championnats, énorme pour un joueur de ce siècle. Le sport, ce sera tout, mon cher Prosper Fidéon. Merci à vous, Patrick Ayadji. Et sans transition, eh bien, nous allons retrouver la revue des titres très très courte ce matin. Écoutez plutôt. Nous allons commencer par La Nation qui affiche en manchette tournée du chef de l'État dans les communes, accueil magistral de talent à Abomey-Calavi, fin en apothéose à Cotonou. Gouvernance du régime du nouveau départ, l'évaluation des cadres et leaders protestants. Concours de recrutement des auditeurs de justice, 1498 candidats pour 100 postes à pouvoir. Derniers hommages à feu Félix Iroko, le monde universitaire rend témoignage à une fierté nationale. Fraternité à présent, déclaration de candidature à la présidentielle de 2021. Yannick Emmanuel Dossou décline sa vision pour le Bénin. Ce pays a besoin d'une véritable politique du changement, déclare-t-il à la une de Fraternité. À 6 mois de la fin de son mandat, Patrice Talon, le triomphe avant l'heure. Voilà, UFOA B, U20, les écureuils désillusionnés. L'événement précis à présent, tournée de reddition de compte du chef de l'État, le maire Arwandino reconnaissant envers ses administrés d'Abomey-Calavi. Échange du chef de l'État avec les populations, le maire à Trapo et Cotonou porte en triomphe le président Patrice Talon. Élection présidentielle de 2021 au Bénin, Yannick Emmanuel Dossou Yed, officiellement candidat, dû de première nécessité.
le Télégramme pour finir, pour boucler la boucle donc. Tournée nationale dans les communes, Cotonou et son maire à Tropo ont célébré le bâtisseur. À Calavi, Patrice Talon déplore la mauvaise gestion du foncier. Animation de la vie politique béninoise. Enfin, le parti Les Démocrates obtient son récépissé. Merci beaucoup pour cette revue des titres à 7h, bientôt 30 minutes, mesdames et messieurs. Notre coup de cœur, oui, à l'endroit de tous les natifs de ce jour. Joyeux anniversaire à tous ceux qui ont vu le jour le 14 décembre, en l'occurrence les prénommés Odile. Oui, Odile, mesdames et messieurs, c'est une belle créature de Dieu. Odile est éblouissante et a un côté star. Elle est fascinante par un je ne sais quoi unique et un air distingué. Elle n'a pas peur de se singulariser en général. Eh bien, ses extravagances charment, même si son attitude parfois théâtrale peut finir par fatiguer son entourage. Odile supporte mal la critique et peut se montrer orgueilleuse. Il faut dire qu'elle cherche la reconnaissance et la facilitation, ce qui la pousse à se surpasser et à être la meilleure. Allez, Odile, joyeux anniversaire à vous, mesdames et messieurs. Si vous êtes nés, un 14 décembre, c'est votre jour. On vous dira tout simplement que les bénédictions soient. Voilà. Allez, on va enchaîner tout de suite avec le grand format. Voyez-vous, mesdames et messieurs, l'État a mis justement en place pour le financement des partis politiques légalement constitués et remplissant les conditions pour justement bénéficier la somme de 3 milliards de francs CFA. Et selon le décret numéro 2020 du 22 juillet 2020, la part des financements à recevoir au titre de l'année 2020 couvre les 2 derniers trimestres de l'année et s'élève à 1,5 milliard de francs CFA. Alors, comment acteurs politiques et citoyens lambda apprécient-ils la réforme? C'est le grand format du desk politique de ce lundi. Une nouvelle diffusion présentée par Roland Tchanka. Le financement des partis politiques est un vieux rêve que nourrissent les Béninois depuis l'avènement du renouveau démocratique. Sa concrétisation par le régime en place est un exploit. Bob Yaovi-Liasidje, membre du parti Union progressiste. Depuis 1990, toutes les formations politiques qui ont concouru à l'animation de la vie politique n'existaient, ne vivaient que sur le taux d'un potentiel ou de potentiels bailleurs de fonds privés. Or, lorsque vous avez le financement privé qui intervient dans la vie politique, il n'y a rien à faire que les partis politiques qui sont créés sont des instruments aux mains de ces manières. Pour Abdoulaye Gounou, membre du parti Bloc républicain, c'est l'effort commun qui est récompensé. On ne peut que saluer cette concrétisation de nos efforts législatifs. Cela ne peut que soulager toute la classe politique de notre pays. Il faut dire que tout ce que le chef de l'État, le président Talon, a eu à initier comme réforme politique, le financement des partis politiques en est un des piliers sûrs. Un pilier sûr dont l'élection va provoquer une mutation de la vie politique de façon générale. Désormais, nous sommes en train de rivaliser avec les grandes démocraties. Donc, la concrétisation du financement des partis politiques va donner de l'importance de l'ampleur aux partis politiques face aux individus. Les partis vont saisir des partis où il y a des gourous qui sont derrière, qui en sont les propriétaires parce qu'ils ont un pouvoir financier pour entretenir la base électorale. Une base électorale qui n'est pas indifférente à la question du financement des partis politiques au Bénin. Témoignage de quelques citoyens rencontrés à Parakou. Cette réforme va quadriller un peu les dérives que nous observons lors des élections, puisque c'est désormais l'État central qui finance les partis. Il n'y aura plus de désordre. Il faut dire quand même que c'est une bonne chose, puisque l'animation de la vie publique nécessite des moyens. L'État pouvait garder son argent et en faire autre chose. Vous croyez que c'est le financement de l'État seulement que les gens utilisent sur le terrain? Il y en a qui vont jusqu'à distribuer de l'argent à la population. Ça pourrait peut-être faire que ceux qui prennent les partis politiques comme leur patrimoine n'auront plus aujourd'hui ce poids-là sur ces partis. Globalement, pour moi, l'État a raison. Mais ce qui pourrait crocher un peu est que, puisque le financement vient de l'État,
est-ce que ça ne va pas orienter l'idéologie de certains partis politiques vers les actions du pouvoir en place? C'est là où il y a un peu d'interrogation. Si des inquiétudes subsistent au sujet de la question du financement des partis, les acteurs politiques, eux, ne sont pas prêts à transiger sur la gestion des fonds. Abdoulaye Gounou, membre du parti Bloc républicain. Il ne faut pas que les chefs des partis politiques, les structures dirigeantes des partis, pensent que cet argent sera utilisé anarchiquement et n'importe comment. Il y aura un contrôle. En attendant de trouver le bon angle pour la gestion optimale de la cagnotte, il faut se pencher sur les insuffisances du décret, propose Nathaniel Kitty, analyste politique, enseignant de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. La loi n'a pas déterminé le montant. La loi a dit que c'est en fonction des ressources, de telle manière que la détermination du montant devient une décision politique. Au-delà de ça, la loi réserve le financement uniquement aux partis ayant des élus, alors que l'animation de la vie politique est une activité de tous les partis politiques qui aussi bien ont une reconnaissance publique que ceux qui n'en ont pas. Vrai, soutient Jules Léandre Kitty, responsable à la communication du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Si vous lisez la loi sur le financement des partis politiques, vous allez vous rendre compte que les conditions pour accéder à ce financement ne se résument pas aux performances à une élection dans notre pays. Vous avez par exemple l'existence d'un siège national, des sièges départementaux, vous avez par exemple la tenue régulière des instances du parti, vous avez par exemple les activités d'éducation, d'information et de formation des citoyens, donc d'animation de la vie publique. Mais la loi reste la loi et l'UDBN, tout en étant attaché à la démocratie, propose. Il faut des mesures transitoires parce que la réforme du système partisan dans toute sa dimension vient de s'amorcer. Les partis politiques qui donc sont légalement constitués et qui ont des membres fondateurs sur toute l'étendue du territoire national ont un travail à faire. Donc il faut qu'on ait des mesures transitoires pour que ces partis politiques constitués régulièrement puissent peut-être avec les différences de proportion bénéficier de ce financement public des partis politiques pour leur permettre de continuer à grandir également dans leur rôle citoyen et d'utilité publique qu'ils jouent sur l'échiquier politique national. À défaut, une relecture des textes est toujours possible, pour peu que la classe politique et les institutions en charge d'appliquer les lois le décident. Conclut le responsable à la communication du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Les couleurs, mesdames et messieurs, de la fête de Noël qui s'annonce en tout cas bien par ici à la radio. J'espère que c'est de même chez vous. Commencez donc à décorer la maison, à prendre des dispositions pour que bien votre bureau commence à sentir Noël. C'est important, mesdames et messieurs. Mais nous allons tout de suite retrouver
nos deux invités téléphoniques ce matin pour la rubrique Ça se discute. Eh bien, j'ai Roland Tchanka et Massoudou Badamassi qui vont échanger avec moi ce matin et vous apporter en tout cas leur contribution, leur part, voilà, à l'édifice ce matin par rapport d'abord donc aux horaires de travail désormais au Bénin à partir de janvier et puis aussi par rapport au financement des partis politiques en le grand format l'a abordé de long en large. Alors Massoudou Badamassi au bout du fil, bonjour. Je n'ai pas le retour, hein. Bonjour Massoudou Badamassi. Bonjour Prosper, et bonjour à tous ceux qui écoutent ce moment. Voilà. Roland Tchanka, bonjour. Bonjour Prosper et bonjour à nos auditrices et auditeurs. Voilà, donnez-moi juste quelques secondes et je vous reviens. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Et voilà, nous sommes de retour, Massoudou Badamassi et puis Roland Tchanka avec vous ce matin. Nous allons installer cette petite causerie sur d'abord le financement des partis politiques. Roland Tchanka, c'est vous qui aviez signé le grand format. Eh bien, il y a plusieurs critères qui militent justement en faveur du financement des partis politiques et parmi ces critères, il y a bien sûr l'animation de la vie politique. Eh bien, Roland Tchanka, il y a plusieurs partis qui ont animé la vie politique justement dans notre pays, mais bon, il fallait remplir certaines conditions pour bénéficier de ce financement, Roland. Pourquoi, évidemment, c'est seulement 3 partis qui ont pu bénéficier de ce financement dans notre pays? Oui, Prosper, vous avez bien introduit le sujet, sauf que le critère fondamental, le critère majeur pour bénéficier du financement de la part de l'État, c'est le fait d'avoir des élus. Et vous avez dû constater que les 3 partis qui ont été retenus sont ceux qui ont obtenu des élus. Donc, après, au sorti des dernières élections communales, municipal. Et donc, c'est ça le critère fondamental. L'animation de la vie, on doit se tenir en tout cas à l'animation de la vie politique. Il y a beaucoup de partis qui animent la vie politique nationale. Ce n'est pas seulement l'Union progressiste, nous, le Bloc républicain, les forces couristes. Pour un Bénin émergent, il y a des partis comme le PRD, comme l'IDBN qui animent la vie politique nationale. Mais il se fait que cette partie, je prends le cas du PRD et de l'IDBN, n'ont pas obtenu des élus. Et donc ont été écartés au moment du partage de la cagnotte qui a été mise de côté pour accompagner les différents. Donc, au bout du compte, on s'est retrouvé avec 3 partis seulement qui désormais ont obtenu donc ce financement et qui pourront continuer à œuvrer. Ça ne veut pas dire que les autres partis qui sont été délaissés ne vont pas continuer à animer la vie politique. Loin de là, vous auriez dû constater que dans le dossier qui a été diffusé, il y a plusieurs partis qui ont expliqué quand même, qui ont présenté leur projet, programme, qui ont donné la preuve qu'ils sont en train de travailler sur le terrain, quand bien même ils n'ont pas été retenus pour avoir ce financement, ils travaillent sur le terrain, et je crois qu'après, ils ne vont pas s'arrêter. Et donc, il s'agit d'augmenter les performances désormais pour pouvoir arriver à un niveau où, lorsque vous avez une protection, vous avez donc des élus et qui vont vous permettre donc, de bénéficier du financement de la part de l'État. D'accord. Pendant que Massoudou Badamassi, pendant que Roland Tchanka va changer de position parce que sa ligne commence à graisser un tout petit peu, eh bien, avec vous, nous allons chercher à savoir si est-ce que le fait justement que ce n'est que 3 partis politiques qui ont pu bénéficier de ce financement, est-ce que au fond, ça ne va pas émousser les ardeurs des autres partis? Est-ce que ce n'est pas frustrant pour les autres partis finalement? Bon, on peut dire que
c'est frustrant, mais c'est une frustration justifiée. C'est justifié puisque en amont, au départ, ça avait été clair. Il faut certainement représentativité des partis. Donc, parlait tout à l'heure, Rochanka, il a parlé des partis qui ont eu des élus. Avant d'avoir des élus, c'est que vous devez être très représentatif sur le plan national. N'oubliez pas les 10%, parce que tout part de là. C'est quand vous êtes parmi ceux qui ont eu 10% de l'électorat, c'est que vous participez au partage de sièges. Nous, c'était les élections communales et municipales, et que c'était sur deux partis, vous vous rappelez, et c'est l'UPDR. C'est même que lors des élections communales et municipales que les FCD ont réussi à tirer leur épingle du jeu, comme on le dit, pour avoir quelques maires, quelques élus locaux. Sinon, ça aurait été seulement deux partis. C'est-à-dire que vos craintes allaient être encore beaucoup plus profondes que le sont actuellement. Donc, ce qu'il y a maintenant, c'est que les autres partis, que ce soit Moël Béné, que ce soit UDBN et consort PRD et autres, il s'agit maintenant de faire l'effort. On sait que les partis comme UPDR ont eu la part, surtout la part du lion. Surtout, oui. Il s'agit maintenant à faire aux autres partis là de grignoter dedans pour les prochaines élections. D'ici 5 ans, il va falloir que quand on va repartir pour les élections, que les partis comme UPDR, et pourquoi pas un FPD, plusieurs têtes de films au profit des partis comme PSD, comme Moël Béné, comme UDBN et consorts. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à le faire et que les autres, au contraire, encore grossissent davantage, si les UPDR, FPD encore grossissent davantage, avec encore plus de chair, c'est que ces partis-là finissent par disparaître complètement. Voilà le schéma qui est là. Il s'agit de reconquérir maintenant l'électorat, de s'implanter progressivement sur les autres partis qui, déjà actuellement, ont des élus d'hommes sur leur laurier, ils vont se réveiller trop tard. Si les autres, comme UDBN, PRD, Moël Béné, travaillent bien sur le terrain, mais si tout le monde se met dans la bataille, anime bien la vie politique, je pense que la bataille sera toujours plus dure. Et c'est tant mieux pour la démocratie béninoise. Ah oui. Alors, Roland Tchanka, moi j'ai un petit souci. Voyez-vous, par rapport à ces fonds qui sont mis à la disposition de ces partis, est-ce qu'il y a des garde-fous? Voilà, comment ces fonds seront gérés désormais? Voilà. Oui, la question de la gestion des fonds, c'est une question qui a été évoquée. Et nous savons que le gouvernement en place est un gouvernement de reddition de comptes, et qui fait de la reddition de comptes de type en matière de gouvernance des fonds publics. Donc c'est un principe sacro-saint, je dois dire, en matière de gouvernance des fonds publics. Donc déjà, on peut être rassuré de ce que ces fonds, la gestion de ces fonds va être suivie. Il y a le député Ablaye Goulou, donc du parti Bloc républicain, a évoqué la question. Et je crois dans d'autres interviews que j'ai écoutées, où il est allé beaucoup plus loin, à savoir que les partis qui ne feront pas une bonne gestion de ces fonds vont devoir en répondre. Parce que désormais, nous savons qu'il y a une institution qu'on appelle le Cour des comptes, même si sa création n'est pas encore actée, et ça va être, j'espère que ça va être fait pour que ces fonds qui ont été mis à la disposition de cette partie puissent être gérés, ou que les gestionnaires de ces fonds-là sachent qu'au bout du rouleau, il y a un rapport à déposer au niveau donc de la Cour des comptes pour qu'on voit clair dans ce qui est écrit, dans ce à quoi ces fonds ont été destinés. Donc c'est un peu ça. Il ne s'agit pas de prendre l'argent et de dire bon ok, nous avons on va en faire ce qu'on veut. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Il va y avoir suivi, et le premier garde-fou, c'est la Cour des comptes. Et donc, c'est à ce niveau que tout va se jouer. Et je crois que le gouvernement a pris cette décision d'accompagner les partis politiques, a conscience de ce que
il faut une Cour des comptes, il faut rapidement une Cour des comptes qui puisse se mettre au travail et suivre, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les partis ont déjà reçu les fonds. Oui. Donc, ces fonds déjà sont dans les mains de ces 3 partis politiques. Donc, la gestion a commencé. Et donc, à terme, je crois, courant 2021, je crois, j'ai oublié, il y a une échéance pour déposer les rapports. Et à cette échéance-là, les partis qui ont obtenu ces fonds doivent produire un rapport dans lequel la gestion ou la façon dont ils ont géré ces fonds-là sera détaillée. Donc, c'est le premier garde-fou, et je crois que quand on sait comment le gouvernement actuel fonctionne, on peut, comme je l'ai dit à l'entame, être rassuré de ce que ces fonds ne seront pas dilapidés. Pardon. Voilà, donc finalement, Massoud Baramassi, est-ce qu'on peut dire que c'est paris gagné? Est-ce que c'est en tout cas l'actuel locataire de la Marina peut se bomber le torse, en tout cas d'avoir réussi un pari? Parce que vous voyez, déjà, le président Kérékou a longtemps fustigé le nombre de partis que nous avons dans ce petit pays, le Bénin. Le président Yaïboune également l'a fustigé et finalement, lui, il a réussi. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un défi qui a été relevé par le chantre de la rupture? Cela va sans dire, c'est un défi relevé. Si les autres présidents n'ont pas pu le faire, c'est parce qu'on se demande à qui donner, à qui ne pas donner, par rapport à la pléthore de partis qu'on avait dans le pays. C'est parce qu'aujourd'hui, on a pu réussir à les réduire. Bon, si tout ça, vous et moi, je ne pense pas que le gouvernement, même si c'est vous qui êtes président, est-ce qu'on peut se permettre de tous les fonds à plus de 5 partis au maximum? Je ne pense pas. Que ce soit Alpha, les conditions, il fallait instaurer les conditions qui feront en sorte que, même s'il y avait 1000 partis au départ, seulement peut-être une demi-dizaine ou une demi-dizaine, plusieurs s'en sortir, toutes ces choses-là, qu'on pourra financer, on va se mettre à financer tous les partis. Donc, c'est un pari gagné, ça c'est à mettre à la type de l'actuel gouvernement, ça c'est clair. Cela va sans dire. Maintenant, par rapport au fond, leur utilisation, leur gestion, tout le reste, moi j'ai dit, soit les politiciens que même les montants qu'on a affectés, si les partis doivent fonctionner comme cela se doit, ça ne peut pas couvrir les charges. Parce que organiser un meeting, quand même plusieurs millions que ça consomme, ça dépend de l'endroit où vous voulez l'organiser. À Cotonou, à Parakou, à Porto-Novo, consomme les grandes villes du pays. Un meeting, organiser les autres activités qui participent à l'animation de la vie politique, c'est quand même beaucoup de sous. Je pense que les chefs de ces partis-là, ils pensent que c'est une manne et qu'ils se mettent à la gérer d'une manière désordonnée, ils en prendront pour leur compte. Et même, après tout, quand ils ont fait le bilan de constater qu'ils n'ont pas fait grand-chose, ils avaient terminé. Donc, il faut vraiment ils sont rigoureux. Parce que moi, je pense qu'ils risquent d'être obligés de donner la main à la porte pour compléter. Donc, c'est ça qui s'agit. C'est un peu comme quelqu'un qui n'a jamais tenu 100 000 dans la main, à qui on remet 1 million. Il pense que c'est beaucoup d'argent. Il sera surpris d'être étonné par la suite. Donc, c'est ça. Et s'il y aura un coup de compte, le gouvernement actuel ne va pas vous donner l'argent et vous allez penser que c'est fini. Vous allez rendre compte d'avoir encore un autre traitement. Donc, c'est un truc annuel. C'est bien ça, non? Oui, bien sûr. Alors, donc, au bout de 12 mois, vous devez rendre compte, on voit si vous méritez vraiment qu'on continue à vous accompagner, parce que ce sont nos impôts, ce sont les taxes que vous connaissez. Donc, on ne peut pas du ciel et on n'a pas une mine d'or ou de diamants ou on est prêt de notre sous-sol pour qu'on puisse utiliser l'argent. Voilà, on va terminer très rapidement sur ce sujet. Roland Tchanka, il y a un auditeur qui a écrit il y a un instant en disant que, à la vérité, lui ne voit pas l'avantage justement du financement des partis politiques par l'État, que chaque parti devrait se débrouiller. Que lui donneriez-vous comme réponse, par exemple? Non, on peut dire que à cet auditeur-là, chaque parti doit se débrouiller. C'est pas évident. Parce que si on dit que chaque parti doit se débrouiller, c'est que les plus forts, les partis qui sont financièrement forts, ou à la tête desquels il y a des hommes des hommes riches, vont tirer leur épingle du jeu.
et ça va être une inégalité, il va y avoir des frustrations. Donc, c'est déjà une manière de réglementer un peu la chose et que donc de prendre cette initiative-là. C'est vrai que l'argent, comme l'a dit Massoudou Badamassi, l'argent ne va pas suffire parce que gérer un parti, c'est gérer des hommes, c'est gérer plusieurs militants, c'est gérer des meetings, des rencontres, des réunions, des formations. Donc, l'argent ne suffira pas. Et donc, il ne s'agit pas de dire que oui, les partis ont de l'argent et c'est bon, c'est parti. Non, cet argent ne va pas suffire, il est clair, et il va y avoir forcément d'autres formes de mobilisation de fonds, de cotisation au sein des partis pour accompagner. Parce que, qu'on le veuille ou non, cet argent ne peut pas suffire. Ça, c'est vrai. D'accord. C'est clair que ça ne peut pas suffire. D'accord, c'est compris. Il y a des fonds de mobilisation au sein des partis. D'accord. Pour pouvoir, donc, c'est juste un accompagnement que l'État apporte, quitte au parti, maintenant au chef de parti, donc de faire le nécessaire pour pouvoir vraiment couvrir leurs besoins sur le terrain. Sur le terrain, d'accord, c'est compris. Alors, deuxième sujet très rapidement, quelques minutes. Eh bien, dès le 1er janvier 2021, eh bien, du lundi au vendredi de 8h à 12h30, la matinée, avec une pause de 12h30 à 14h et le travail se poursuit de 14h à 17h30 minutes. Dans l'après-midi, eh bien, Roland Tchanka Massoudou Balamassi, c'est à vous que, eh bien, la première question s'adresse à Massoudou Balamassi. À n'en point douter, ces horaires, en tout cas de travail, vont induire de nouvelles habitudes au niveau des travailleurs, justement, surtout lors de la pause. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'heure de la pause est modifiée. Je ne pense pas qu'en 1h30, quelqu'un puisse se restaurer et encore avoir le temps de faire la petite pièce auquel quelqu'un soit habitué et encore prendre un bain avant de repartir au service. Ça là, c'est à proscrire dans les habitudes des fonctionnaires d'État, en tout cas ceux qui sont dans l'administration, ceux qui sont beaucoup plus concernés par cette mesure-là. Voilà. Je pense qu'il faut revoir, mais on ne peut pas gagner à 100%. Quand vous gagnez d'un côté, c'est que vous en perdez de l'autre. Parce que cette mesure vous permet, comme on l'a dit, que les gens puissent rentrer en toute sécurité, avec encore très tôt à la maison, voir les enfants, surtout les enfants, bien se reposer pour repartir au service le lendemain très tôt, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, donc, oui. Ça doit naturellement modifier les habitudes qui ont la faute dure. On va s'y mettre parce que c'est pas seulement chez nous. Beaucoup de pays sont très loin dans cette façon de fonctionner. C'est ça. Nous sommes parmi les biens. Oui, alors, voilà. D'accord. Alors, Roland Tchanka, rapidement, une minute. Selon vous, est-ce que cette erreur de travail telle que définie est-il pratique et rentable pour le pays? Oui, forcément, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on compare un peu pratique chez nous, nous sommes à 10h30 de pause. Dans d'autres pays, c'est tout à fait autre chose. Le Burkina, par exemple, le Burkina Faso est à 30 minutes de pause. La Côte d'Ivoire est à 1 heure de pause. Et comme Massoudou Balamassi a dit, sur 15 pays de la sous-région, le Bénin est le seul à avoir encore une pause, voilà, égale à 1h30. C'est déjà ça. Donc, une étude a été conduite au niveau donc, de la sous-région. Et cette étude a permis de voir que les administrations qui se reposent qui ont une pause de moins de 2h30 sont plus performantes. Donc, ça a été établi. Et donc, le gouvernement a pris la résolution de s'engager sur ce chemin-là. Donc, je crois que ça fait partie des raisons qui ont motivé donc ces changements d'horaire. Et justement, l'autre aspect est que finir le travail à 17h30, ça vous permet. C'est vrai que le problème de la pause de midi a été posé. Surtout au niveau des enfants qui vont à l'école à 15h, qui finalement, dont les parents, que les parents déposent à 15h, il va y avoir un problème à ce niveau-là. Il faut que les parents s'organisent pour être au boulot à 14h. Et en même temps qu'il faut déposer l'enfant à 15h. Donc, il y a une équation à résoudre là. Il y a également une équation à résoudre au niveau
de la pause même, il faut rentrer à la maison, revenir. Ceux qui le faisaient avant ne pourront plus le faire parce que 1h30 ne suffira pas, ou ne suffiront pas pour que cela se fasse. Donc, il y a plusieurs équations à se placer avec néanmoins. C'est quand même une réforme qui nous allons essayer quand même, hein. C'est sûr, on fera le bilan d'ici à la... De toutes les façons, on n'a pas du tout, on a juste introduit ce sujet, on reviendra là-dessus, c'est sûr, hein. Merci à vous deux, Massoudou Balamassi et Roland Tchanka. Merci. Et très bonne journée et très bonne semaine également de travail à vous. Merci. Oui, merci à vous, chers auditeurs, hein. Ici s'achève donc ce numéro, et bien sûr, de Nansouba du 14 décembre de l'an 2020. Marwan Sabizengui, a assuré la partie technique. Adif Lawane a mis en onde sur YouTube cette émission. Moi, c'est Prosper Fidèle à la coordination. Merci à Issa Aziz, auditeur fidèle à l'écoute de sa radio. À tous les autres, nous promettons de revenir, évidemment, sur le dernier sujet. Bonne journée à toutes et à tous et à demain 6h30 avec Gildas Espoir Sarigatish aux commandes. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous.